à une autre émission d'Astor. J'ai l'honneur de recevoir ici le sociologue acadien Joseph Yvon-Thériault, qui a écrit beaucoup au sujet de l'Acadie et qui vient de sortir son nouveau livre, qui est Évangeline Conte d'Amérique. Évangeline Conte d'Amérique, qui est en fait une étude historique, sociologique, littéraire, qui étudie finalement le conte d'Évangeline aux États-Unis, en Louisiane, en Acadie, mais aussi l'Évangeline postmoderne. Ma première question pour commencer, c'est d'où est venue l'envie d'étudier cette figure-là qui a été très souvent étudiée peut-être que l'envie, c'est venu un peu de la critique qu'on faisait à Évangeline, je veux dire, dans le sens que je suis d'une génération où on a dit Évangeline, il faut oublier ça, il faut faire mourir Évangeline, et elle ne mourrait pas d'une certaine façon. Et donc, c'était cette persistance dans le temps qui était, par rapport aux études acadiennes, c'était ça, mais d'autre part, je dois dire qu'il y avait quelque chose qui n'était pas très lié à l'Acadie, qui était lié au fait qu'on avait lancé, avec d'autres collègues professeurs, un projet sur la mémoire, sur les mémoires collectives et l'utilisation des mémoires dans la construction des sociétés, la construction des communautés. Et petit à petit, en m'intéressant à ça, en regardant les gens qui travaillaient sur la mémoire, les récits qu'on racontait, les exemples qu'on donnait, je me suis dit, mais j'ai quelque chose, moi, de près de moi, qui est Évangeline, qui est quelque chose de fantastique, parce qu'on avait là un cas de rapport à la mémoire qui touchait trois sociétés. C'est-à-dire que le même récit. On a, par exemple, en Suisse, l'idée que Guillaume Tell est une fable ou un récit, un poème écrit un peu faux comme histoire, mais qui était central dans la construction de l'identité suisse. Mais ici, on avait un poème qui a été écrit par un Américain en fonction du nation building américain et qui a été traduit, transféré au Canada français puis en Acadie, est devenu central dans l'identité acadienne et a été très important dans l'identité des Cajuns en Louisiane. Et donc on avait le même roman, le même poème à la base de trois types de sociétés différentes. Et ça, c'était un poème qui avait été écrit par Longfellow vers la moitié du 19e siècle. Oui, au fait, il a été publié en 1847. Il a été écrit donc, dans les années 1840 à 1847. Là. Donc, l'idée originale était un peu, comme vous dites, tout autour du nation building américain. Mais après sa lancée, quelles sont les grandes interprétations qui ont en découlé pour ces trois peuples-là? Ah oui, mais on pourrait dire, c'est parce qu'au fait, le livre, il va pas uniquement au moment du lancement, les idées qui sont centrales, mais comment ces idées-là ont évolué puis ont changé sur 100 ans. Mais on peut dire qu'au départ, Longfellow, et c'était une histoire que je dirais de la démocratie américaine, de la frontière américaine. Comment, au fait, Évangeline, c'était l'histoire des dominés, des gens qui avaient été brutalisés par les royautés anglaises, etc. Et comment l'Amérique était accueillante pour les éclopés de la terre, comment l'Amérique démocratique était accueillante pour tous les gens qui avaient été brisés. Au Canada français, on a transféré ça. Ce n'était plus quelque chose qui était lié à l'Amérique états-unienne, puis à la démocratie, puis à la reconnaissance de la frontière américaine, mais on a transformé ça dans une idée du retour, que les Acadiens ont été expulsés, ils sont revenus. Donc c'est un roman nationaliste, mais un nationalisme qui est acadien et qui n'est plus américain. Et en Louisiane, au fait, l'histoire d'Évangeline a été très entremêlée avec la question des Noirs et la question des créoles blancs. D'une part, les Acadiens, après la guerre civile, se sont retrouvés, les petits Cajuns, se sont retrouvés comme des white trash, là, des petits blancs, etc. Et ils ont utilisé Évangeline, qui était ce grand poème américain, pour s'ennoblir, pour dire qu'ils n'étaient pas ces white trash, qu'ils n'étaient pas cette tradition de violence historique, etc., qu'ils étaient des Acadiens, qui étaient des nobles, et qu'ils étaient finalement les premiers Américains. Et donc, de façon assez surprenante, le poème Évangeline en Louisiane a servi d'américanisation des Cajuns. Juste avant le poème, les Cajuns étaient considérés comme des gens qui n'étaient pas encore américains.
et ils se sont américanisés en adoptant le poème comme central à leur imaginaire. Et si je ne me trompe pas, la spécificité de la Louisiane, c'est d'en avoir fait un récit légendaire avec Émile Labiche, si je me trompe pas. Oui, oui, c'est ça. C'est à la différence de l'Acadie du Nord, par exemple, où Évangeline est rentrée, on dira par le haut, de façon très noble. Ce sont des historiens, ce sont les pères des conventions des années 1880 qui ont commencé à discuter d'Évangeline, etc. En Louisiane, elle est rentrée comme un conte populaire. Comme un conte où on a dit, ben non, Longfellow, il a fait un poème à partir d'une histoire qui est une histoire que des Acadiens de la Louisiane lui auraient racontée. C'est l'histoire de Louis Arsenault et Émeline Labiche. Et finalement, c'est très typique. Évangeline arrive, Émeline Labiche, elle arrive en Louisiane une quinzaine d'années après les événements de 1755. Elle aurait été réfugiée au Maryland. Et quand elle arrive, elle retrouve Gabriel, qui s'appelle Louis Arsenault dans l'histoire louisianaise, et il s'est marié. Il a accepté la terre américaine, il s'est intégré. Et donc, elle meurt de folie, de tristesse sous un arbre, à Saint-Martinville. On peut aller d'ailleurs encore aujourd'hui à Saint-Martinville, il y a le chêne. Les historiens vont nous dire que c'est le 3e chêne, là, parce que les chênes ont disparu depuis 3 siècles. Là. Mais il y a le chêne sous lequel elle serait devenue folle et elle serait morte de tristesse. Et quelle est la raison de son succès en Acadie? On sait que les Acadiens se l'ont approprié complètement. Comment ça s'est passé? Ben, ça s'est passé, je pense que quand le poème est arrivé, les francophones des Maritimes, les îlots de ce qui restait du vieil empire acadien, etc., n'avaient pas reconfiguré une unité autour des années 1860-1880. Et il y avait des scénarios qui pourraient se dessiner. Soit qu'on venait d'entrer par la Confédération dans le Canada, ces francophones auraient pu se définir de plus en plus comme Canadiens français. Ils auraient pu finalement s'intégrer aux Irlandais catholiques. Les Irlandais catholiques essayaient de faire ça dans le clergé, par exemple, de les intégrer dans une église qui serait irlandaise ou écossaise, mais qui serait anglophone catholique, etc., dans les principalités. Mais d'autre part, ils étaient aussi rejetés par les anglophones des maritimes, etc. Et donc, dans cet espace-là où les Acadiens, ce groupe-là qui voulait s'intégrer, était rejeté de toutes parts, Évangeline est paru comme une bouée de sauvetage qui donnait une identité victimaire à ce groupe, une identité de victime d'une déportation, etc., ce qui expliquait l'état de démembrement un peu, mais qui expliquait aussi par le retour leur idée que ces gens étaient revenus parce qu'ils avaient le sentiment d'une patrie, puis qu'ils voulaient recréer une société dans ce pays-là. Donc, qu'est-ce qui a fait, on ne sait pas trop qu'est-ce qui a fait, est-ce que c'est l'histoire qui a fait que le poème est devenu important, ou est-ce que c'est le poème qui a donné cette configuration-là à l'histoire? Mais on sait par exemple que la centralité de la déportation dans l'interprétation de l'histoire des Acadiens, elle émane du poème. C'est après le poème qu'on va dire, nous, on est un peuple qui est issu d'une déportation. Ce qui aurait pu être pas le cas, parce que dans les faits, la plupart des francophones qui habitaient sur le territoire n'avaient pas été déportés. Ils avaient simplement resté là. L'expression grand dérangement est plus vraie d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'ils avaient été dérangés, ils avaient été déplacés durant les guerres franco, mais ils n'avaient pas été déportés comme l'histoire du poème le raconte. Puis aujourd'hui, après même la contestation de la figure d'Évangile des années 60, le retour qu'on a vu à travers la littérature, qu'est-ce qui reste aujourd'hui d'Évangile? C'est-à-dire qu'on a voulu, surtout dans les années 60-70, comme je le disais au départ, se débarrasser d'Évangeline, dire que c'était quelque chose de folklorique, quelque chose qui était lié à une interprétation erronée de notre histoire, qui venait d'ailleurs, etc. Mais c'est tellement central à la manière dont l'Acadie s'est constituée depuis un siècle qu'on a de la difficulté à s'en départir parce qu'elle est imprégnée, elle est devenue nôtre, si on veut. C'est pas tout à fait vrai qu'elle est une étrangère. Elle est devenue quelque chose qui est une interprétation acadienne de son histoire, etc., qui fait partie de la mémoire acadienne. Et je dirais que
surprenamment, peut-être que depuis les 15-20 dernières années, et avec le Congrès mondial, l'idée de la diaspora, que l'Acadie est moins une société qu'une diaspora, hein, qu'on trouve, hein, que l'Acadie que l'Acadie est liée à des phénomènes comme ceux des ethnocides ou l'idéologie victimaire, par exemple. Toutes ces idées-là qui circulent dorénavant, c'est très près de l'originalité du poème évangélique. On est plus proche aujourd'hui du on est plus proche aujourd'hui de ce que Longfellow avait mis dans son poème, une espèce de cri de douleur de la misère du monde dans les sociétés modernes, que l'interprétation nationaliste qui a survécu pendant un siècle. Aujourd'hui, on revient à une espèce d'interprétation d'une Acadie qui est, hein, comme on le disait dans la chanson de Michel Comte, là, hein, qui disait « Évangeline, si tu es le cri de la douleur universelle hein, », on revient un peu à ça aujourd'hui. Et c'était l'intention romantique de Longfellow de dire « l'Amérique, c'est la terre d'accueil de la douleur universelle ». Ben, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté l'entrevue. Je pense qu'Évangeline n'a pas fini de faire couler d'encre après 200 elle va probablement aller sur son 300 ans. Elle court toujours, malgré son âge. C'est vrai, il n'y a pas dans ses derniers jours. Ben, merci beaucoup, puis merci à tous.